Avant de commencer, je voudrais remercier le Sénégal. On a organisé un événement blockchain à Dakar. C'était une expérience exceptionnelle. Merci à toutes les personnes qui ont répondu présentes. Merci à toutes celles qui nous ont aidés à organiser cet événement. Franchement, encore une fois, c'était un moment incroyable. Et de manière globale, merci à l'Afrique pour l'accueil, à tous les pays qu'on a pu visiter pour organiser un événement. Là, comme tu peux le voir, je suis de retour en Europe avec le froid, mais j'espère retourner en Afrique très très rapidement parce qu'une chose est sûre, c'est qu'en Afrique, il y a des talents brillants et exceptionnels dans l'écosystème de la blockchain. Mais là, on va se concentrer sur le rapport d'A16Z sur l'état de la crypto en 2024. On va revenir sur les points essentiels, ça va nous permettre d'améliorer notre vision de l'écosystème crypto et peut-être modifier nos thèses d'investissement en fonction des données qu'on pourra analyser ensemble. Mais avant ça, on va tirer au sort ensemble les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 Merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Mille merci, ça fait vraiment très très plaisir. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail ou sur les réseaux sociaux avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Et grâce à ce NFT, vous aurez également l'accès au canal Telegram privé, le Club Alpha, où on s'échange sur nos stratégies crypto et on s'entraide pour réussir le bull run ensemble. Et si jamais tu veux rejoindre le Club Alpha, tu peux aussi le faire en t'inscrivant sur la plateforme Coinex grâce à mon lien d'affiliation et déposer un peu d'argent sur ton compte Coinex. Après l'avoir fait, tu m'envoies un mail et pareil, je t'enverrai l'accès au Club Alpha Telegram gratuitement. On va recommencer à refaire les lives parce que là, on a l'impression que le marché va reprendre sa période haussière et il faut qu'on puisse se soutenir mutuellement et même vivre cette expérience bullrun ensemble. Donc si ça t'intéresse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Donc tu connais, hein, si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, finance décentralisée. Pour tout comprendre, saisir les meilleures opportunités, s'enrichir et être libre. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, je t'invite très fortement à t'abonner à ma newsletter. J'ai aussi créé un programme gratuit pour débutants qui te permettra d'avoir les bases et réussir au mieux ton bullrun. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. Avant de commencer, petit disclaimer, j'ai gagné ce bob au meetup Binance à Dakar et là j'ai le suite de Trust Wallet. Donc franchement, j'invite les projets crypto à créer des bobs en merch et du suite. Donc voilà, on commence maintenant directement dans le vif du sujet. Alors là, A16Z nous met directement dans l'ambiance. On a le graphique qu'on voit souvent qui compare l'évolution de l'adoption d'Internet à l'évolution de l'adoption des cryptos en prenant en compte le nombre d'adresses actives. Et là, on peut voir que quand il y avait une petite baisse de croissance entre 2023 et 2024, il y a eu un pic à un tel point que si on compare l'évolution de l'adoption d'Internet à la même période, la crypto est en avance. Donc là, déjà, on arrive avec un signe très, très, très amélioratif quant au futur du développement de la crypto. Et là, on peut voir que le nombre d'adresses actives mensuelles a atteint un plus haut de 220 millions. Donc ça montre qu'il y a un intérêt accru autour de la crypto. Quand on essaye de voir sur quel écosystème sont dispatchées ces différentes adresses actives, dans l'écosystème Ethereum, on voit que Base arrive en première position avec 22 millions d'utilisateurs. Alors je pense que c'est en grande partie grâce à l'écosystème Memcoin qui est très actif et on sait que qu'on le veuille ou non, les Memcoins sont un catalyseur de l'adoption massive parce qu'une grande partie des investisseurs souhaitent investir dans ces mêmes coins dans le but d'être millionnaire, même si force est de constater que 99% qui rentrent pour ce but perdent de l'argent.
mais tout à l'heure, je te partagerai une stratégie qui te permettra d'appréhender l'écosystème Memcoin en réduisant les risques au maximum. Quand on prend l'écosystème non EVM, donc les blockchains qui ne sont pas compatibles directement avec l'écosystème Ethereum, Solana arrive en première position avec 100 millions d'adresses crypto actives. Pardon. Et tu vois, quand je vois ça, ça me conforte dans ma thèse d'investissement positive quant à l'avenir de l'écosystème Solana. Et là aussi, on sait qu'il y a un écosystème Memcoin très 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 actif. Après, il y a NIR et Tron. Donc, tu vois, ce sont des informations qui peuvent être intéressantes à prendre en compte pour connaître la popularité, l'engouement autour de tes blockchains de prédilection et motiver tes choix d'investissement. Mais j'aimerais te mettre en garde sur le fait que ces informations, de manière isolée, ne sont pas assez pour définir une stratégie d'investissement. Parce qu'au-delà d'un nombre fixé, il faut aussi voir la croissance, l'évolution de ce nombre au cours du temps. Parce que moi, je préfère me positionner sur des blockchains qui sont en croissance, en tendance haussière, même si le nombre d'adresses actives est faible, plutôt que des blockchains qui ont certes un nombre d'adresses actives élevé, mais qui sont en tendance décroissante. Donc maintenant, parlons d'une statistique qui est aussi très intéressante. Donc, le nombre de portefeuilles mobiles a aussi atteint un plus haut et on peut remarquer que la croissance était particulièrement forte dans les pays comme le Nigeria, l'Inde et l'Argentine. Alors, selon moi, c'est un élément très important parce que je suis convaincue que l'adoption massive de la crypto se fera à travers les téléphones mobiles. Et même après mes 9 mois passés en Afrique, j'ai pu voir que même s'il n'y a pas forcément autant de personnes qui ont un ordinateur que de personnes qui ont un téléphone, toutes celles qui ont un téléphone ont pour la plupart un smartphone qui leur permet d'accéder à Internet et d'avoir un portefeuille crypto, par exemple. D'ailleurs, tu vois qu'en Afrique, il y a cette notion de mobile money qui est très très présente et je suis convaincue que dans les années à venir, l'Afrique va être le continent qui aura la plus grosse adoption et là, on peut même voir que le Nigeria fait partie des pays où l'adoption du mobile wallet est la plus grande. Donc maintenant, changeons de secteur et passons à la politique. Là aussi, bonne nouvelle, on voit que la crypto met tout le monde d'accord, aussi bien les républicains que les démocrates, à un tel point qu'ils sont même prêts à faire passer une législation qui serait bipartie, donc qui serait aussi favorable aux républicains et aux démocrates. Et si on parle de régulation, parce que là aussi, c'est un élément très important pour voir l'émergence et la croissance de nouveaux projets, on voit que l'Europe et le Royaume-Uni sont en tête. Et pour te partager quelques exemples très concrets de régulation qu'on a pu voir arriver dans le monde, il y a par exemple le DUNA qui permet de reconnaître les DAO comme des entités légales. On a aussi le FIT 21 qui permet d'avoir plus de clarté sur l'utilisation des cryptos et protéger les consommateurs contre les mauvais acteurs. Et en Europe, on a le fameux MiCA qui est là aussi un ensemble de règles qui régissent la manière dont les entités qui traitent des cryptoactifs doivent agir pour assurer une sécurité maximum à leurs utilisateurs. Et mine de rien, la régulation, c'est un élément très important à suivre parce qu'une entreprise qui se lance dans la crypto ne voudra pas aller dans un terrain où il y a encore un flou réglementaire parce qu'elle risquerait de se prendre une amende quand cette réglementation viendrait à se clarifier. C'est la raison pour laquelle les pays qui auront un cadre réglementaire clair seront beaucoup plus enclins à attirer des gros acteurs. Maintenant, revenons sur un grand moment qui a fortement marqué l'écosystème crypto, la validation des Ethers et des Bitcoin ETF par la SEC. Alors, quand on parle d'ETF, on voit qu'on fait un peu un abus de langage. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ici, ils ont précisé que ces produits ont en fait été enregistrés sous forme d'ETP. Mais ce sont tout simplement des produits financiers qui permettent d'attirer une nouvelle catégorie d'investisseurs. En fait, les ETP vont beaucoup plus parler aux investisseurs institutionnels qui veulent investir dans ces actifs sans forcément se soucier de la garde de ces cryptos. Car ce qu'il faut comprendre, c'est que nous n'avons pas
tous les mêmes raisons d'investir dans la crypto. Certains vont le faire pour les valeurs, pour l'inclusion financière, pour le caractère non censurable, pour le fait d'être propriétaire de ces cryptos. D'autres vont uniquement le faire pour l'aspect spéculatif et n'ont que faire de savoir s'ils sont les propriétaires ou si quelqu'un se porte garant de leur crypto à leur place. Donc c'est notamment le cas pour les institutionnels et on a pu voir que ces deux produits financiers sur le Bitcoin et l'Ether ont réussi à attirer un afflux de capitaux assez important. Et d'ailleurs, on voit même qu'il y a de plus en plus de nouveaux projets de produits financiers similaires qui sortent sur d'autres cryptos. Et j'ai très récemment vu un ETP, je crois, qui serait sur le Bonk. Donc c'est vraiment un écosystème qui est intéressant de voir évoluer et ça renforce aussi le fait que la crypto est là pour rester. En tout cas, ce n'est que mon humble avis. N'hésite pas à me dire ce que tu penses en commentaire. Maintenant, si on parle du dollar, on voit qu'il a de plus en plus de compétition. On a de plus en plus de pays qui ont des projets de CBDC ou MNBC en français pour monnaie digitale de banque centrale. Alors là aussi, ça montre la pertinence de la blockchain parce que les monnaies numériques de banque centrale sont tout simplement des actifs, donc des cryptos sur la blockchain, mais qui ont été émises par les banques centrales. Mais là où il faut quand même faire une distinction très très importante, c'est que si je prends mon exemple, même si je suis très bullish sur l'écosystème crypto, le fait de détenir des cryptos, je vois vraiment une grosse menace dans les MNBC parce que ça permettra au gouvernement d'avoir une mainmise encore plus grande sur la manière dont on utilise notre argent. Mais le fait de voir que de plus en plus de gouvernements s'intéressent au lancement d'MNBC, ça montre aussi la pertinence de la blockchain. Et si on regarde le paysage un peu plus concret, on voit qu'en Asie, en Europe, on a des projets pilotes qui sont déjà lancés. En Afrique, il y a plus une phase de recherche. En Amérique, il y a déjà des POC qui ont été réalisés. En Australie, pareil. En tout cas, c'est en pleine évolution. Donc, comme on parle du dollar US, on peut parler des stablecoins, notamment des stablecoins adossés au dollar, qui, malgré le fait qu'il n'ait qu'une dizaine d'années, ils sont déjà dans le top 20 des actifs qui sont détenteurs de la dette américaine. Là, quand on classe les différentes institutions, pays qui ont des bons du trésor américains, on voit que les stablecoins ont plus de bons du trésor que l'Allemagne. Alors c'est vraiment impressionnant. On sait qu'il y a un business model très juteux derrière les stablecoins, mais si on prend les stablecoins, notamment le dollar, on sait aussi que c'est une des premières applications de la tokenisation. La tokenisation, c'est tout simplement le fait de mettre sur la blockchain un actif du monde réel et en l'occurrence, là, il s'agit du dollar. Mais quand on parle de stablecoin, il y a certes des stablecoins dollars adossés au dollar comme Tether ou l'USDC, mais on peut aussi avoir des stablecoins adossés à l'or, par exemple. Donc, en tout cas, si tu veux en savoir plus sur cette notion de tokenisation, je t'invite à regarder la vidéo que j'avais faite sur le sujet et tu la retrouveras en t'abonnant à la newsletter. Maintenant, une autre utilité très très importante des stablecoins dollars, c'est notamment le fait de protéger les citoyens contre l'inflation qu'il peut avoir sur leur monnaie locale. Et là, on a un exemple très concret avec l'Argentine. Quand on regarde l'évolution du pouvoir d'achat en dollars sur le peso argentin, on voit que c'est en chute libre. Ça veut dire qu'en détendant des pesos, chaque année, les Argentins perdent de l'argent, ils perdent du pouvoir d'achat. Et l'une des manières de se protéger contre cette inflation serait justement d'avoir du stablecoin dollar. Et quand on analyse l'évolution du volume de trading du stablecoin avec le peso argentin, on voit que celui-ci est en croissance. Ça veut dire que les Argentins, voyant la monnaie qu'ils utilisent être de plus en plus dévalorisés, ont cherché des solutions alternatives et se sont notamment dirigés vers les stablecoins. Donc, un autre point qui est très important et selon moi, c'est une des applications les plus concrètes, les plus pertinentes de la blockchain qui parlera à tout le monde, qu'on soit pro ou contre les cryptos, elle concerne les virements internationaux. Combien ça coûte d'envoyer du dollar à l'international? Imaginons que tu sois en Europe, que tu souhaites envoyer de l'argent en Afrique ou inversement.
Donc là, on va parler de moyenne, hein. Mais en passant par le système traditionnel, ça va te coûter environ 44 $. En passant par la blockchain Ethereum en 2021, si on prend une moyenne du prix de gaz, donc on va dire que c'est les frais, ça te coûtera 12 $. Donc c'est presque 4 fois inférieur. Maintenant, si on prend toujours le chemin de passer par l'USDC sur la blockchain Ethereum en septembre 2024, en prenant en compte les frais moyens, ça va te coûter 1 $. Et maintenant, si on passe par une Layer 2 sur Ethereum, à savoir Base, toujours via les stablecoins, ça va nous coûter moins d'un centime. Donc, grâce à la blockchain, on peut effectuer des virements internationaux de manière quasi instantanée à moindre frais. C'est la raison pour laquelle la blockchain doit être massivement adoptée et il est de notre devoir d'éduquer le maximum de personnes sur son utilité concrète indépendamment de l'aspect spéculatif qui ne sera pas apprécié par tout le monde. Maintenant, on a un peu commencé à introduire Ethereum. Cette année, il y a eu une grosse mise à jour sur cette blockchain. La mise à jour Proto-Dank Sharding qui, pour faire très simple, a permis de réduire drastiquement les frais de transaction sur les L2 alors que ceux-ci étaient déjà beaucoup plus faibles quand on les comparait à la blockchain mère, à savoir Ethereum. Et donc cette baisse de frais de transaction a permis aussi d'augmenter l'activité sur ces L2. Mais attention, il n'y a pas que l'écosystème Ethereum qui est en croissance. Il faut aussi regarder les parts de marché que prend l'écosystème non EVM, à savoir les blockchains comme NIR, TON, Aptos, Sui et Solana. Et quand on regarde leur évolution, on voit vraiment qu'elles ont connu une croissance quasi exponentielle, hein. Solana prend de plus en plus de parts de marché. Sui aussi d'ailleurs, je t'invite très fortement à suivre Sui parce que certains sont même en train de dire qu'elle est en train de suivre les traces de la blockchain Solana. Maintenant, là, quand on essaie de voir comment les blockchains ont évolué technologiquement parlant, là, on voit que maintenant, les blockchains peuvent processer 50 fois plus de transactions par seconde qu'elles pourraient le faire il y a 4 ans. Le 1er janvier 2020, le Bitcoin ne pouvait processer que 3 transactions par seconde. Aujourd'hui, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 transactions par seconde. Et pour Ethereum ou Tron, tu vois que là aussi, on peut processer beaucoup plus de transactions par seconde. Donc, on peut bien dire que les blockchains sont de plus en plus performantes au cours du temps. Alors certes, il y a encore un long travail à faire, mais un travail colossal a déjà été abattu et je trouve qu'il est intéressant de le souligner. Maintenant, parlons d'une autre évolution, l'abstraction de compte. Là aussi, j'avais fait une vidéo complète que je t'invite à regarder pour en savoir plus. Mais pour faire très simple, c'est tout simplement une évolution technologique qui va permettre de simplifier l'utilisation d'un portefeuille. Et là aussi, on peut voir que c'est une innovation technologique qui est de plus en plus utilisée, même si là encore, c'est assez timide. Mais encore une fois, c'est une innovation nouvelle qui va prendre du temps avant d'être adoptée massivement. Pardon. L'autre innovation qui est hyper pertinente et qui peut résoudre beaucoup de problèmes, c'est le Zero Knowledge Proof. Alors, ça peut résoudre des problèmes dans la notion de confidentialité parce que même si la blockchain est de manière générale caractérisée par sa transparence, on n'a pas forcément envie de voir nos transactions visibles par tout le monde. Alors, je tiens aussi à préciser que la blockchain n'est pas anonyme, elle est pseudonyme. Si personne ne connaît ton pseudo, personne ne pourra retracer tes transactions. Mais si une personne arrive à retrouver ton pseudo, savoir l'adresse de ton portefeuille avec ton identité, elle pourra justement épier, analyser, traquer toutes tes transactions. Et grâce à cette technologie de zero knowledge, on pourrait apporter des couches de confidentialité dans certains contextes. Le zero knowledge permet aussi de rendre des blockchains beaucoup plus efficaces. Donc, on voit qu'il y a plusieurs applications. On peut aussi l'utiliser dans l'interopérabilité. Mais ce que je voulais souligner, c'est qu'on voit qu'il y a une adoption croissante de cette technologie, ce qui va servir positivement l'évolution de la blockchain de manière générale quand on parle vraiment des infrastructures. Maintenant, passons au stacking. Tu sais que Ethereum, c'est une blockchain proof of stake.
pour contribuer à la sécurité du réseau, il faut stacker des Ethers. Et là, on remarque que la part de marché des Ethers stackés est en hausse. Donc ça favorise le réseau Ethereum qui est plus sécurisé, mais ça montre aussi que les investisseurs ont de plus en plus confiance dans l'écosystème Ethereum parce qu'ils sont de plus en plus enclins, prêts à vouloir stacker leurs Ethers. Maintenant, autre élément hyper intéressant sur la pertinence des stablecoins. Quand on regarde l'évolution des volumes de trading crypto, on voit qu'ils fluctuent en fonction des périodes de marché, en hausse ou en baisse. Mais quand on prend le nombre d'envois de stablecoins mensuels, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, c'est en constante augmentation. Parce que qu'on soit un bear market ou un bull market, on aura tous besoin de s'envoyer de l'argent. Et les stablecoins, la blockchain sont encore une fois la manière la plus efficace de le faire. Donc maintenant, passons à la blockchain dans un autre secteur, à savoir l'intelligence artificielle. C'est un narratif qu'on a notamment vu émerger l'année dernière avec l'avènement de ChatGPT qui a permis de vulgariser la pertinence et la valeur ajoutée de l'IA. Au début, on voyait le narratif blockchain IA comme du bullshit pseudo-profond, mais à mesure que celui-ci a évolué, on a pu constater que la blockchain permettait de résoudre des vrais problèmes, des vrais défis auxquels sont confrontés l'industrie de l'intelligence artificielle. Et là, A16Z nous partage 4 cas concrets. Si on parle des images générées par l'IA, la blockchain pourrait permettre d'apporter cette notion d'authenticité et vérifier l'authenticité des contenus pour ne pas se faire avoir par un contenu qui aurait été généré par l'IA. Si on prend la puissance de calcul, les modèles qu'il faut entraîner, on voit que les coûts ont explosé car il y a de plus en plus de demandes. Et si on le fait de manière démocratisée, on pourrait drastiquement réduire les coûts de puissance de calcul. Et d'ailleurs, on avait fait une vidéo sur la DeepIn où je te parlais de plusieurs projets qui se positionnent sur ce narratif, à savoir Akash et Render, que je t'invite à dire de ton côté. La blockchain peut aussi résoudre un problème de confiance, parce que la confiance que les utilisateurs ont dans les entreprises d'IA a baissé de 50% à 35%, parce que généralement, elles agissent de manière opaque, ce sont des boîtes noires, et en mettant la blockchain dans leur processus d'activité, on pourrait ramener de la transparence, ce qui pourrait faire remonter la confiance que les utilisateurs ont dans les entreprises IA. Autre défi que la blockchain pourrait résoudre concerne la propriété de nos données. Actuellement, on entraîne des modèles avec des données qui sont peut-être volées. On n'arrive pas à connaître l'origine de ces données, mais grâce à la blockchain, on pourrait non seulement avoir une traçabilité sur les données qui sont utilisées pour entraîner les modèles, mais les propriétaires de ces données pourraient aussi être rémunérés, avoir une récompense pour justement les données qu'ils décident de mettre à disposition aux entreprises qui développent, qui veulent entraîner des modèles. Mais attention, quand bien même il y a une pertinence à associer la blockchain et l'IA, tous les projets qui se targuent d'être blockchain IA ne sont pas pertinents. Il faut savoir démêler le vrai du faux. Maintenant, passons au NFT. Alors là, on voit une tendance qui se modifie totalement. Avant, on était plus dans une utilisation spéculative des NFT. Alors là, on voit que l'utilisation spéculative est réduite, mais on peut voir que quand bien même il y a un volume de transactions des NFT beaucoup moins élevé comparé à ce qu'on a pu voir les années précédentes, il y a une qualité dans ces volumes. Maintenant, les NFT sont là pour servir des expériences sociales. On est plutôt dans les NFT qui ont une valeur ajoutée que l'aspect spéculatif des NFT et je suis vraiment contente qu'on en arrive à ce stade. Maintenant, quand on parle des mêmes coins, parce qu'il faut quand même en parler, quand bien même on a pu voir que l'écosystème réglementaire est en train d'évoluer, on a toujours une spéculation accrue autour des mêmes coins. Il y a à peu près plus de 10 000 mêmes coins qui se lancent par jour. Donc tu vois que c'est facile de se faire avoir. Surtout qu'il y a parfois des mêmes coins qui se lancent, qui sont littéralement des pièges, car tu peux les acheter mais tu ne peux pas les revendre.
Alors, on sait que les mêmes coins font beaucoup de bruit parce qu'on entend des success stories de personnes qui ont réussi à transformer 10 centimes en 1 million. Mais pour une success story, il y a 99,99% de personnes qui perdent leur argent. Donc, avant même de t'aventurer dans les mêmes coins, il faut que tu saches que tu t'aventures dans quelque chose de risqué. Après, si jamais à tes risques et périls, ayant conscience des risques, tu souhaites le faire, je pense qu'une des manières les plus, entre guillemets, simples de le faire serait de passer par une plateforme centralisée qui liste les mêmes coins. Et ça me vient à t'introduire au partenaire de la chaîne, à savoir Coinex. Alors, si tu me demandes, est-ce que Coinex est la meilleure plateforme pour investir, je te dirais qu'il n'y a aucune meilleure plateforme centralisée. Et si tu veux savoir quelle est la plateforme qui sera adaptée à tes besoins, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Si tu souhaites celle qui est utilisée par le plus de personnes au monde, bah, il y a les leaders qui sont Binance. Mais si tu souhaites une plateforme qui te permet d'acheter des cryptos pépites, notamment des mêmes coins qui ont une faible capitalisation de marché, malheureusement, tu ne pourras pas les trouver sur Binance. Binance sont tellement gros qu'ils ont un processus de sélection très, 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 très strict pour lister une crypto. En revanche, si tu prends une plateforme qui est un peu moins grosse comme Coinex, Coinex a décidé de se spécialiser dans le listing des cryptos à faible capitalisation de marché, à savoir les mêmes coins. Donc, si c'est quelque chose que tu souhaites explorer, ayant conscience des risques, ayant conscience que même si tu peux avoir des plus 100% sur ton portefeuille, tu peux aussi perdre l'intégralité de tes sommes, tu peux tester la plateforme Coinex à travers mon lien d'affiliation. Si tu le fais, merci beaucoup pour le soutien. Et si tu le fais et qu'en plus tu déposes de l'argent sur ton compte Coinex, envoie-moi un message parce que je pourrais aussi te rajouter au club Telegram privé où on est simplement des investisseurs qui se partagent des bons plans dans le but de vivre et réussir le bull run tous ensemble. Donc maintenant qu'on était sur une note un peu plus légère, revenons à quelque chose d'un peu plus sérieux, la DeFi. Là aussi, la DeFi est un écosystème qui continue de se développer. Si on prend les plus grosses catégories de DeFi en termes de TVL, donc TVL, c'est l'argent, enfin c'est le montant en dollars bloqué sur les différentes plateformes. En première position, on a le liquid staking qui permet aux personnes qui stackent leurs cryptos d'avoir une représentation de ces cryptos stackés pour les réutiliser sur d'autres plateformes. En deuxième position, on a le lending. Alors, tu sais que c'est vraiment une de mes utilités préférées et dans cet article, je te partage ma stratégie que je mets en place, notamment avec AAVE. Mais là aussi, il faut prendre conscience des risques. D'ailleurs, très récemment, on a vu qu'il y a une grosse plateforme qui s'est fait hacker. Il s'agit de Raydium. Donc, quand bien même la DeFi apporte des avantages, elle est aussi vulnérable au risque. Mais même dans les risques, on a une bonne nouvelle. Parce que avec tous les hacks qu'on a pu voir, il y a eu une forte attention sur les mesures de sécurité pour protéger ces protocoles à un tel point qu'on peut voir que le montant qui a été volé par les hackers est en chute. Mais ça s'est fait malheureusement au détriment des plateformes centralisées qui, de 2023 à 2024, à ce jour, elles connaissent une hausse des montants en dollars qui ont été volés. Tout ça pour te dire que tu sois dans un écosystème décentralisé ou centralisé, le risque est toujours présent et tu dois le faire en ayant conscience de cela. Maintenant, là, on va parler un peu de Deepin. Donc, Deepin, ce sont tous les projets qui permettent de mutualiser plusieurs ressources pour répondre à une problématique concrète. Là aussi, on a plusieurs projets qui émergent avec des vraies pertinences, des vraies utilités. Si on prend HiveMapper, pour faire simple, c'est tout simplement une version décentralisée de Google Maps où n'importe qui peut contribuer au développement de HiveMapper en prenant des photos des endroits dans lesquels ils sont et être rémunéré pour le faire. J'avais fait une vidéo sur la Deepin que je t'inviterai à regarder si c'est quelque chose que tu souhaites creuser. Mais là aussi, on voit que la blockchain a vraiment des applications concrètes dans le monde réel. Maintenant, là, on va passer à une catégorie que j'aime bien. Les builders qui construisent des projets sur la blockchain. Quelles sont les blockchains qu'ils utilisent? Quelles sont les blockchains préférées sur lesquelles ils aiment construire? Alors là, on a justement la représentation de ces dernières. Et on peut voir qu'Ethereum arrive en première position avec 20,8% des builders, suivi par Solana et Base. Mais là où tu vas bien comprendre ce que je te disais
au tout début de la vidéo, c'est que là, on a juste des chiffres qui sont isolés. C'est bien, mais ça ne nous dit pas grand-chose sur l'évolution de l'intérêt des builders. Et là, si on regarde l'évolution justement des parts de marché, on regarde que même si Solana est derrière Ethereum, quand on prend la part de marché qu'elle occupe dans l'intérêt que les builders ont à construire dessus, là, en termes d'évolution, Solana arrive en première position. Et de 2023 à 2024, il y a eu plus de 6% de builders supplémentaires qui ont voulu se tourner sur Solana pour construire des applications. Et ça, c'est un élément que j'aime bien regarder. Et si on regarde ce qu'il en est pour Ethereum, là, il y a seulement plus 1% de développeurs qui ont décidé de se replier sur Ethereum. Et franchement, encore une fois, je le répète, mais quand je vois ça, ça renforce encore ma thèse d'investissement sur Solana qui est à mes yeux très 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 bullish. Maintenant, quand on essaye de regarder où se situent les builders, on voit qu'ils sont assez bien éparpillés dans le monde, mais une statistique qui m'a profondément choquée et sur laquelle, selon moi, il faut qu'on travaille, c'est qu'en Afrique, il y a seulement 1,5% de builders. C'est moins que l'Allemagne qui comprend 1,8% de builders. C'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille parce qu'encore une fois, le potentiel que la blockchain a en Afrique est incommensurable et mon souhait est que dans les années à venir, l'Afrique fasse partie du continent où il y a le plus de builders au vu des solutions que la blockchain pourrait apporter au continent. Maintenant, si on termine avec une projection sur le futur, qu'est-ce qui nous attend? Est-ce qu'on est à la veille d'une nouvelle tendance haussière ou au contraire, est-ce qu'on va retourner à la case? Alors là, on a une visualisation des différents cycles. Si on prend la capitalisation de marché global des cryptos, on a la vague 1, 2, 3, 4, et là on serait ici, peut-être au milieu de la cinquième vague, donc on pourrait potentiellement s'attendre à une hausse de la market cap. C'est ce que je pense, mais encore une fois, personne n'a de boule de cristal, l'avenir nous le dira. Si on regarde les recherches crypto, là pareil, on voit qu'elles sont en hausse avec des pics pendant les périodes de bull run. Là, on se trouve ici. Encore une fois, j'espère que c'est le calme avant la tempête. Si on prend le nombre de développeurs cryptoactifs, là, c'était en hausse, mais là, on a connu une petite baisse. J'espère que ça va remonter. Et pareil pour l'argent que les fonds d'investissement mettent dans les projets. Là, c'est assez timide, mais on espère que ça va remonter. En tout cas, moi, je suis très, très bullish sur l'avenir des cryptos et je pense qu'on est à la veille d'une nouvelle période haussière. En tout cas, partage-moi tes retours en commentaire, ce que tu as pensé de ce rapport, comment tu vois l'évolution de la crypto. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne. Merci pour ton temps et je te dis à très, très vite pour une nouvelle vidéo.